Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va jouer un peu, on va endosser le rôle d'un conseiller politique. Le but, soulever le rideau sur la façon dont les décisions gouvernementales sont vraiment prises en coulisses. En s'appuyant sur les outils de la microéconomie moderne, on va voir comment les politiques publiques se construisent et surtout, pourquoi c'est littéralement impossible de satisfaire tout le monde. Pour se mettre dans le bain, imaginons un dilemme budgétaire hyper classique, le genre de casse-tête qui atterrit sur le bureau d'un ministre à la première heure. Est-ce qu'on finance un tout nouvel hôpital ultramoderne de 100 lits ou est-ce qu'on utilise exactement la même enveloppe pour construire de nouvelles infrastructures de transport absolument essentielles? Eh bien, gouverner, c'est fondamentalement ça. C'est faire des choix impossibles avec des ressources super limitées. L'argent magique, on le sait, ça n'existe pas. Alors, voici notre plan de match pour y voir plus clair. D'abord, on va parler du défi de la rareté. Ensuite, des coûts, incitations et biais cognitifs. Puis, de l'évaluation par la logique, du fameux mythe de la vitre brisée, et pour finir en beauté, de la complexité folle du choix démocratique. Allez, étape 1, le défi de la rareté. La contrainte absolue par excellence. Prenons une analogie toute bête. L'espace dans notre estomac est limité, d'accord? C'est anatomiquement impossible d'y faire rentrer à la fois une pizza géante et un énorme burger. Il faut trancher. Eh bien, à l'échelle d'un État, c'est exactement la même dynamique avec le budget national. Un gouvernement ne peut tout simplement pas financer en même temps les meilleurs hôpitaux du monde, des universités gratuites à l'infini, l'armée la plus puissante et des routes flambant neuves partout. Ce contexte de rareté absolue exige des arbitrages constants. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les coûts, les incitations et les biais. Ici, le concept central, c'est ce qu'on appelle en microéconomie le coût d'opportunité. En gros, le vrai coût d'une décision, ce n'est pas juste le chiffre écrit sur la facture. C'est la valeur de la meilleure alternative qu'on laisse tomber. Si on décide de construire ce fameux hôpital de 100 lits dont on parlait, le coût d'opportunité, c'est le gain de temps et le développement économique que l'autoroute aurait apporté. Bref, choisir de prendre quelque chose, c'est automatiquement accepter de sacrifier autre chose. Et c'est là qu'entrent en jeu les fameuses structures d'incitation. Regardez cette anecdote historique hallucinante. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre déportait ses prisonniers vers l'Australie par bateau. Au début, le taux de mortalité pendant la traversée était un vrai désastre. Pourquoi? Parce que les capitaines étaient payés par prisonniers embarqués à Londres. Du coup, en pleine mer, garder les passagers en vie ne leur rapportait absolument rien. Mais attention, le gouvernement a changé une seule petite règle. Le paiement a été conditionné au nombre de prisonniers débarqués vivants en Australie. Et là, magie, les taux de survie ont explosé. Ça prouve à quel point changer les incitations modifie radicalement le comportement des acteurs. Mais voilà, la théorie ne fait pas tout. Comme le dit si bien le prix Nobel Richard Thaler dans cette citation, l'être humain n'est pas d'un robot parfaitement rationnel. Qu'on soit citoyen ou ministre, nos cerveaux sont bourrés de biais cognitifs. Et ça, c'est un énorme grain de sable en l'engrenage. Ça veut dire que même avec un système d'incitation hyper bien pensé sur le papier, l'irrationalité et l'émotion peuvent complètement faire dérailler les politiques publiques et mener à des résultats, disons, inattendus. Passons à notre troisième axe, l'évaluation par la logique. Pour évaluer la validité de nos choix publics, on a généralement deux grandes écoles. D'un côté, le raisonnement inductif. On accumule des montagnes de données historiques en espérant en tirer une règle générale. C'est un peu chercher une aiguille dans une potte de foin. De l'autre côté, l'approche favorite de la microéconomie moderne, le raisonnement déductif. Là, on part de principes généraux, de modèles logiques clairs pour comprendre des cas hyper spécifiques. C'est ce qui permet de garder la tête froide et d'assurer une vraie rigueur face au compromis. Par contre, prudence. Cette phrase de Friedrich von Hayek est un excellent rappel à l'ordre. Elle nous met en garde contre l'arrogance de vouloir tout contrôler d'en haut. Nos économies sont des systèmes d'une complexité vertigineuse et la rationalité humaine a de vraies limites. Croire qu'on peut concevoir et piloter la société comme une machine parfaite depuis un bureau gouvernemental, c'est s'exposer à des retours de flammes monumentaux. On enchaîne avec le point 4, le fameux sophisme de la vitre brisée. C'est un mythe tenace qui empoisonne souvent les décisions budgétaires. L'histoire est toute bête. Un voyou casse la vitrine d'un commerçant. Le commerçant paie un vitrier, le vitrier ravi s'en va dépenser cet argent au café d'en face, et ainsi de suite. Si on s'arrête là à ce qui est visible, on se dit « génial, la destruction vient de stimuler l'économie locale ». Ça a l'air logique, non ? Eh bien, pas du tout. C'est là qu'on retrouve notre coût d'opportunité, l'élément invisible de l'histoire. L'argent que le commerçant a dû sortir juste pour revenir à son point de départ,
Avoir une vitrine intacte, il aurait pu l'investir dans quelque chose de nouveau, une nouvelle paire de chaussures par exemple. Résultat des courses, la société a purement et simplement perdu la valeur de la première vitre. C'est pareil pour l'argent public dépensé pour réparer des dégâts ou des infrastructures mal conçues. C'est de l'argent qui ne créera jamais de nouvelles richesses. Bref, détruire n'enrichit jamais. Maintenant, pour être totalement impartiaux, il faut quand même souligner une nuance historique fascinante. C'est vrai, une catastrophe ne crée pas de prospérité. Mais les crises existentielles majeures, comme les guerres, créent parfois une pression telle qu'elle force des bonds technologiques fulgurants. Cet instinct de survie pousse l'innovation à une vitesse folle, au point de parfois transcender la perte de capital colossal du départ. Bien sûr, ça reste imprévisible et le prix humain est tragique, mais c'est un mécanisme qu'on retrouve dans l'histoire. Et on arrive à notre 5e et dernière étape, la redoutable complexité du choix démocratique. C'est ici qu'on se cogne au mur des réalités mathématiques avec le fameux théorème d'impossibilité de Kenneth Arrow, un brillant prix Nobel. Ce théorème prouve un truc assez fou. Il n'existe littéralement aucun système de vote parfait capable de fusionner les différentes préférences individuelles de toute une population pour aboutir à un seul choix collectif qui soit 100% juste et logique pour tout le monde. C'est mathématiquement impossible. Agréger des millions d'avis en un seul budget national, c'est donc par essence un champ de mine fait de compromis perpétuels. Du coup, pour conclure ce décryptage, on se retrouve face à un sacré vertige. Avec des ressources de toute façon limitées, des cerveaux humains biaisés et une incapacité mathématique à fusionner parfaitement nos envies, comment diable notre société peut-elle vraiment construire des politiques publiques justes sans forcément laisser une grosse partie de la population sur la touche ? La recette miracle n'existe pas, c'est sûr. Mais comprendre comment ces arbitrages fonctionnent en coulisses, c'est déjà la première étape indispensable pour exiger de meilleurs choix. Je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.